Le millionnaire renvoie la nounou, pensant qu'elle était le problème. Mais la caméra capture l'impossible. Le fils paralytique se lève. Son amour brise la douleur que personne n'a osé toucher. Et le millionnaire réalise trop tard qu'il sauvait réellement son foyer. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne. Et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire a un rebondissement si incroyable que même une série télévisée n'oserait pas le montrer. L'hôtel particulier des Chevaliers se dressait imposant à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus huppées de la région parisienne, avec ses hauts murs qui cachaient non seulement l'architecture moderne et les jardins méticuleusement entretenus, mais aussi le silence pesant qui habitait chaque pièce. C'était le genre de silence qui ne venait pas de l'absence de son, mais de l'absence de vie. Les larges couloirs ne résonnaient que de pas mesurés, de voix contenues, de portes qui se fermaient avec un soin excessif. Rien ici ne pouvait être spontané. Rien ici ne pouvait être bruyant. Rien ici ne pouvait être heureux. Au premier étage, dans une chambre qui ressemblait plus à une suite d'hôpital privé qu'au refuge d'un enfant, Gabriel Chevalier passait ses journées. 8 ans, des cheveux bruns toujours impeccablement coiffés par des mains qui n'étaient pas les siennes, des yeux sombres qui semblaient avoir renoncé à chercher quelque chose d'intéressant à voir. Il était toujours assis dans le même fauteuil adapté, près de la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur. Mais Gabriel ne regardait pas dehors. Ses yeux se fixaient sur ses propres genoux, ses propres mains, ses propres jambes, qui ne bougeaient plus depuis presque 1 an. L'accident s'était produit un samedi après-midi. Édouard Chevalier, son père, conduisait son SUV importé sur le périphérique quand un camion avait perdu le contrôle sur la voie d'à côté. L'impact avait été violent. Édouard s'en était sorti avec des égratignures. Gabriel était resté coincé dans la tôle pendant 40 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Et Hélène, sa mère, n'avait pas survécu. Le traumatisme à la colonne vertébrale de Gabriel fut diagnostiqué comme partiel, avec des possibilités de récupération selon les premiers médecins. Mais quelque chose de plus profond que les vertèbres s'était brisé ce jour-là. Quelque chose qu'aucun examen d'imagerie ne pouvait capturer. Édouard ne pouvait pas regarder son fils sans sentir le poids écrasant de la culpabilité. C'est lui qui était au volant. C'est lui qui avait suggéré la promenade. C'est lui qui avait choisi cet itinéraire. Et bien que tous les rapports, tous les experts, toutes les enquêtes aient conclu qu'il n'avait aucune responsabilité dans l'accident, la logique n'effaçait pas le sentiment. Alors Édouard faisait ce qu'il savait faire de mieux, résoudre les problèmes avec de l'argent et des ressources. Il engagea la meilleure médecin privée de Paris, rénova entièrement la chambre de son fils, installa des équipements de kinésithérapie de pointe, importa des fauteuils roulants intelligents, acheta tout ce que la technologie et la médecine pouvaient offrir. Mais il n'arrivait pas à prendre Gabriel dans ses bras. Il n'arrivait pas à s'asseoir à côté de lui et simplement être là. Chaque visite dans la chambre de son fils était rapide, protocolaire, chargée de questions techniques sur le traitement. Comment est la tension? Les exercices ont-ils été faits? Les médicaments sont-ils à jour? Et puis il partait, toujours pressé, toujours avec une réunion importante, toujours avec le regard fuyant. Madame Lucie, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis 15 ans, avait assumé le rôle d'administratrice de la routine de Gabriel. C'était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants toujours attachés en chignon, la posture droite, la voix ferme. Avant l'accident, Madame Lucie avait un côté maternel qui se manifestait par de petits gestes, un bonbon caché dans sa poche, une histoire racontée à l'heure du coucher quand Hélène devait sortir. Mais après le départ de sa patronne et l'état dans lequel le garçon se trouvait, quelque chose s'était durci en Madame Lucie. Peut-être était-ce la douleur, peut-être la peur de s'attacher à nouveau, ou peut-être simplement la nécessité de maintenir cette maison en état de marche, au milieu du chaos émotionnel. Elle imposait les règles avec rigidité. Gabriel devait se réveiller à 7 heures, prendre son bain avec l'aide de l'ancienne aide-soignante, une professionnelle technique et distante, s'habiller avec les vêtements préparés la veille, prendre le petit déjeuner équilibré, faire les exercices de kinésithérapie, déjeuner, se reposer, étudier avec le professeur particulier, dîner, dormir. Chaque jour la même chose, chaque jour le même vide.
La docteure Véronique Martin était la médecin privée responsable du cas. Diplômée de la Sorbonne, avec des spécialisations aux États-Unis et en Europe, elle avait une réputation impeccable dans le domaine de la rééducation neurologique. Elle était aussi extrêmement méthodique, rationnelle et réfractaire à toute approche qui ne serait pas fondée sur des protocoles scientifiques éprouvés. Pour elle, Gabriel était un cas clinique fascinant. Les IRM montraient une lésion médulaire incomplète, avec préservation de certaines voies nerveuses. Théoriquement, il y avait un potentiel de récupération partielle, voire significative. Mais le garçon ne présentait aucune évolution, aucune tentative de mouvement volontaire, aucun progrès dans les tests de sensibilité. C'était comme si son corps avait tout simplement abandonné. La docteure Martin attribuait cela au traumatisme psychologique, bien sûr. Mais son protocole pour gérer le traumatisme était tout aussi technique. Médicaments contre l'anxiété, séances avec un psychologue 2 fois par semaine, environnement contrôlé et prévisible pour éviter les déclencheurs émotionnels. Pas d'attente irréaliste, pas de promesses en l'air. L'enfant devait accepter sa nouvelle condition pour ensuite travailler dans les limites des possibilités réelles de récupération. C'était la bonne approche, selon tous les manuels. C'était l'approche qui échouait lamentablement. Gabriel ne parlait pas de sa mère. Il ne pleurait pas. Il ne posait pas de questions. Quand quelqu'un mentionnait Hélène, il détournait simplement le regard et restait silencieux jusqu'à ce que le sujet change. Le psychologue rapportait des séances entières sans que le garçon ne prononce plus de 3 mots. Les professeurs particuliers abandonnaient au bout de quelques semaines, incapables d'engager un enfant qui ne semblait présent que physiquement. Et c'est dans ce décor désolant que Marine Fournier arriva. Elle avait 27 ans, des cheveux bruns bouclés généralement attachés en une queue de cheval pratique, des yeux couleur de miel qui portaient un étrange mélange de tristesse ancienne et d'espoir tenace. Marine avait grandi dans la banlieue est de Paris, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, fille d'une couturière et d'un mécanicien. Elle avait eu une enfance simple mais pleine d'affection jusqu'à la naissance de Lucas. Son petit frère était venu au monde avec une paralysie cérébrale, une condition qui exigeait des soins constants et qui avait complètement changé la dynamique familiale. Marine avait 12 ans quand Lucas était né et était rapidement devenue sa deuxième mère. Elle avait appris à faire les exercices de stimulation, à le positionner correctement, à comprendre chaque son et chaque expression comme une forme de communication. Lucas ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas parler clairement, mais ses yeux brillaient quand Marine rentrait de l'école. Elle inventait des jeux adaptés, racontait des histoires avec des voix amusantes, transformait chaque moment de soin en une occasion de connexion. Mais la famille n'avait pas de ressources. Les parents travaillaient toute la journée et Marine dut quitter le lycée pour s'occuper de son frère à plein temps. Quand Lucas eut 6 ans, une assistante sociale convainquit les parents qu'il devait être placé dans une institution spécialisée, qui aurait la structure et les professionnels qualifiés. Le cœur brisé, mais croyant que c'était le mieux pour leur fils, ils acceptèrent. Lucas fut envoyé dans un foyer pour enfants handicapés en banlieue parisienne. Marine lui rendait visite dès qu'elle le pouvait, mais elle réalisa vite que quelque chose n'allait pas du tout. L'endroit était propre, organisé, suivait tous les protocoles, mais il était froid. Les enfants étaient traités comme des objets, sur une chaîne de production. Alimentation, hygiène, médication, kinésithérapie mécanique. Personne ne jouait avec eux. Personne ne leur parlait au-delà du strict nécessaire. Personne ne les regardait dans les yeux. Marine dénonça, se battit, supplia. Mais elle n'était qu'une jeune femme sans ressources face à une institution aux papiers en règle. Lucas commença à dépérir, non par manque de nourriture ou de médicaments, mais par manque de ce que Marine appelait la nourriture de l'âme. Il cessa de sourire, cessa de réagir aux stimuli, et 3 ans plus tard, une pneumonie qui aurait pu être traitée évolua trop rapidement. Lucas s'en alla à l'âge de 9 ans, et Marine ne se pardonna jamais de ne pas avoir réussi à le sortir de cet endroit. Elle avait 19 ans quand elle perdit son frère. Elle passa 2 ans à la dérive, enchaînant les petits boulots, sans direction. Jusqu'au jour où, en passant devant une formation gratuite d'aide-soignante pour personnes âgées proposée par la mairie, quelque chose s'alluma en elle. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas seulement le deuil, c'était une vocation. Elle ferait différemment. Elle serait le genre d'aide-soignante que Lucas aurait mérité d'avoir.
Elle termina la formation, puis en fit une autre pour les enfants. Se spécialisa dans les enfants à besoins spécifiques. Elle travailla dans des familles, acquit de l'expérience, se construisit une réputation discrète mais solide grâce au bouche à oreille en banlieue Est. Ce fut une connaissance de Madame Lucie qui mentionna Marine lorsque la dernière aide-soignante de Gabriel démissionna. La femme n'en pouvait plus de l'atmosphère pesante de l'hôtel particulier, du garçon qui ne réagissait à rien, de la sensation constante d'être à une veillée funèbre qui ne finissait jamais. Madame Lucie fit passer un entretien rapide à Marine à l'entrée de service de la maison. Elle regarda cette jeune femme aux vêtements simples, au CV modeste, aux références de famille de banlieue. Elle hésita, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une douceur qui n'était pas de la faiblesse. Monsieur Édouard devait donner son accord, bien sûr. Il descendit au bureau où Marine attendait, l'analysa du regard de celui qui évalue un investissement. Il posa des questions sur son expérience, ses qualifications, sa disponibilité. Marine répondit avec honnêteté. Elle ne mentit pas sur ses origines modestes. Elle n'inventa pas de diplôme qu'elle n'avait pas. Mais quand Édouard lui demanda pourquoi, elle voulait travailler avec des enfants à besoins spécifiques. Marine le regarda droit dans les yeux et dit quelque chose qui le prit au dépourvu. « J'ai eu un frère qui avait besoin de soins particuliers. Il est parti parce que les gens qui s'occupèrent de lui avaient oublié qu'avant le handicap, il y avait un enfant. Moi, je n'oublie pas. Jamais. » Édouard l'engagea pour une période d'essai de 3 mois. La docteure Martin fut informée et fit savoir qu'elle interviendrait immédiatement si la nouvelle aide-soignante tentait une approche non autorisée. Madame Lucie remit à Marine une liste de 17 pages, de règles, d'horaires, de protocoles et d'interdictions. Et puis, un jeudi matin de mars, Marine Fournier monta pour la première fois les escaliers de l'hôtel particulier des Chevaliers en tant qu'employée. La chambre de Gabriel était plus grande que toute la maison où Marine avait grandi. Des équipements médicaux occupaient un coin. Une bibliothèque remplie de livres qui semblaient n'avoir jamais été ouverts occupait un autre mur. Des jouets chers et intacts étaient rangés sur des étagères. Et là, dans le fauteuil près de la fenêtre, se trouvait le garçon. Marine s'arrêta un instant sur le seuil, observant simplement. Gabriel portait un pyjama en coton bleu marine, brodé de ses initiales. Il avait les cheveux bien coupés, les ongles propres, la peau saine. Physiquement, on s'occupait bien de lui, mais quand Marine regarda son visage, elle vit Lucas. Pas l'apparence physique, mais cette expression. La même que son frère avait eue les derniers mois au foyer. L'expression de quelqu'un qui a renoncé à attendre que quelque chose de bon arrive. « Bonjour Gabriel, je m'appelle Marine et je vais m'occuper de toi à partir d'aujourd'hui. » Le garçon ne répondit pas, ne bougea pas la tête. Il continua simplement à regarder ses genoux. Marine entra dans la chambre et tira une chaise, s'asseyant non pas à côté de lui comme une professionnelle gardant une distance appropriée, mais en face de lui, de manière à être dans son champ de vision, plus bas que lui, devant lever les yeux pour le regarder. Je sais que tu as déjà rencontré beaucoup de gens qui travaillent ici, et j'imagine qu'ils te traitent tous un peu de la même façon. Très correctement, de manière organisée, technique, et c'est très bien. Ils font leur travail. Mais je vais te confier un secret, Gabriel. Je ne suis pas très doué avec les règles. Pour la première fois, Gabriel bougea les yeux. Pas beaucoup, juste un regard en coin, rapide, comme quelqu'un qui ne veut pas y accorder trop d'importance mais qui est curieux. C'est vrai. J'ai lu cette énorme liste de choses que je peux et ne peux pas faire et j'ai pensé « Ouah, si je suis tout ça à la lettre, on va drôlement s'ennuyer. » Alors voilà ma proposition. Je te promets que je veillerai à ta sécurité, ta santé et ton bien-être, parce que c'est important. Mais pendant les moments où on ne fera pas de la kiné ennuyeuse ou qu'on ne mangera pas de la nourriture sans goût, je pense qu'on pourrait s'amuser un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Silence. Marine n'attendait pas de réponse. Pas encore. Elle se leva et commença à circuler dans la chambre, touchant aux objets avec une familiarité qu'aucune autre aide-soignante n'avait montrée auparavant. Elle ouvrit complètement le rideau, laissant entrer la lumière du matin. Elle prit une des petites voitures sur l'étagère, un modèle de course rouge qui devait coûter 3 mois de son salaire. Celle-ci est sympa. Tu as déjà pensé à lui faire une piste de course? Gabriel ne répondit pas, mais ses yeux suivirent la voiture dans la main de Marine.
Elle le remarqua, le nota mentalement. Première connexion établie. La journée se déroula selon le protocole établi, mais Marine ajoutait de petites touches personnelles à chaque activité. À l'heure du bain, au lieu du silence professionnel, elle racontait une histoire idiote sur un crapaud qui voulait devenir footballeur. Pendant la kinésithérapie, elle transformait chaque mouvement en partie d'une aventure. Ils n'étirèrent pas la jambe, ils s'entraînaient pour escalader une montagne magique. À l'heure du déjeuner, elle faisait des voix différentes, pour les aliments dans l'assiette, comme si chacun avait une personnalité. Gabriel ne riait pas, ne parlait pas, mais quelque chose changeait subtilement dans sa posture. Il n'était plus complètement absent. Il y avait une présence, petite, prudente, mais présente. Madame Lucie observait tout depuis le couloir avec méfiance. Cette jeune femme était trop informelle, trop détendue, trop différente du standard attendu. Mais elle remarquait aussi quelque chose qu'elle ne pouvait nier. Pour la première fois depuis des mois, Gabriel semblait prêter attention à autre chose qu'à son propre vide. À la fin de la première journée, Marine aida Gabriel à se coucher. Elle ajusta la couverture, vérifia s'il était à l'aise, puis fit quelque chose que personne d'autre ne faisait. Elle s'assit sur le bord du lit. « Gabriel, je vais te dire autre chose. J'avais un petit frère qui s'appelait Lucas. Il ne pouvait pas marcher comme toi maintenant. Mais tu sais ce qu'il pouvait faire? Il pouvait sourire. Et son sourire illuminait toute la journée de notre maison. Ses jambes ne fonctionnaient pas, mais son cœur fonctionnait si bien qu'il faisait battre plus fort le cœur de tout le monde. Elle resta silencieuse un moment, perdue dans ses souvenirs. Puis elle continua, la voix plus douce. « Je ne sais pas ce que tu ressens, Gabriel. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais je sais une chose. Tu es encore là, et tant que tu seras là, il y a une chance que les jours soient meilleurs. Je ne te promets pas de miracle. Je ne te promets pas que tout redeviendra comme avant. Mais je te promets que tant que je serai là, on te verra. Vraiment. Pas comme un problème à résoudre ou un cas médical à traiter, mais comme Gabriel, un garçon de 8 ans qui mérite d'avoir de belles journées. Elle se leva, éteignit la lumière principale en ne laissant que la veilleuse allumée et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Bonne nuit, Gabriel, on se voit demain. » Et c'est alors que cela se produisit, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre, si doux que cela aurait pu être le vent. Mais c'était là. Bonne nuit. Marine se figea, son cœur s'emballa. Elle voulut revenir, prendre le garçon dans ses bras, célébrer cette victoire minuscule et gigantesque, à la fois. Mais elle sut instinctivement qu'elle ne devait pas encore. Alors elle se contenta de sourire, fit un signe de la main et ferma doucement la porte. De l'autre côté, Gabriel resta à regarder le plafond dans le noir. À l'intérieur de lui, quelque chose qui était gelé depuis des mois commençait à fondre. Juste une goutte, juste 1 millimètre. Mais c'était un début. Dans la cuisine de service, Marine s'appuya sur le comptoir et respira profondément. Elle pensa à Lucas, pensa à tous les enfants qui n'avaient pas eu la chance que Gabriel avait, pensa à la responsabilité qu'elle venait d'accepter. Et alors, pour la première fois depuis la perte de son frère, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Là-haut, dans la suite parentale qui occupait toute l'aile ouest du premier étage, Édouard Chevalier buvait son 3e whisky de la soirée en regardant des rapports d'affaires qu'il n'arrivait pas à assimiler. La culpabilité était une compagne constante, installée dans sa poitrine comme un poids qui ne diminuait jamais. Il avait bâti un empire. Il avait assez d'argent pour acheter tout ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas acheter son propre, et il ne pouvait certainement pas racheter la femme qu'il aimait ou rendre à son fils l'enfance que l'accident avait volée. Madame Lucie, dans sa petite chambre au fond de la maison, notait dans son carnet de contrôle les observations de la journée. Elle écrivit « Nouvelle aide-soignante démontre une approche non conventionnelle. Surveillez les résultats avant d'évaluer. » Mais ensuite, sur une ligne séparée, elle ajouta quelque chose qui ne faisait pas partie du rapport officiel. Le garçon a dit bonne nuit. Et la docteure Martin, dans son cabinet du 16e arrondissement, relisait le dossier de Gabriel avant de partir. Les chiffres ne changeaient pas. Les examens étaient les mêmes. Le pronostic restait incertain. Elle referma le dossier avec un soupir,
pensant qu'il était peut-être temps de suggérer une hospitalisation dans une clinique spécialisée, où des protocoles plus intensifs pourraient être appliqués. Gabrielle Chevalier était un cas qui défiait son expertise, et cela la dérangeait profondément. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer que ce n'était que la première nuit d'une transformation qui allait changer non seulement la vie de Gabrielle, mais celle de tous les habitants de l'hôtel particulier des Chevaliers. Qu'une simple aide-soignante de la banlieue Est, armée seulement d'histoires idiotes et d'un cœur qui refusait d'abandonner, était sur le point de prouver que parfois, la guérison ne vient pas de protocoles médicaux ou d'équipements coûteux, mais de quelque chose de bien plus simple et d'infiniment plus puissant. Les jours suivants apporteraient des défis, apportèrent des conflits, apportèrent des découvertes qui étaient cachées sous la surface de cette maison silencieuse. Mais cette première nuit, tandis que Paris respirait dehors avec ses millions de vies entrelacées, à l'intérieur de l'hôtel particulier des Chevaliers, quelque chose de minuscule, mais de fondamental, avait changé. Gabrielle avait dit bonne nuit, et pour la première fois depuis de nombreux mois, il s'endormit en pensant que peut-être, juste peut-être, demain pourrait être différent d'aujourd'hui. Les semaines suivantes à l'hôtel particulier des Chevaliers furent marquées par une transformation si subtile qu'elle passait presque inaperçue, comme le changement graduel de la lumière lorsque le soleil se lève doucement à l'horizon. Marine avait établi une routine qui, en surface, suivait tous les protocoles établis par Madame Lucie et approuvés par la docteure Martin. Mais dans les interstices entre les obligations, dans les minutes qui séparaient une activité de l'autre, elle tissait une toile de petite magie quotidienne. La kinésithérapie matinale, qui était auparavant un moment de silence gênant ponctué uniquement d'instructions techniques, se transforma en expédition vers des lieux impossibles. Le lundi, ils étaient des explorateurs en Amazonie, et chaque étirement de jambes était un pas à travers la forêt dense à la recherche d'une cité perdue. Le mardi, ils devenaient des astronautes en entraînement pour une mission vers Mars, et les exercices de renforcement étaient des simulations de gravité zéro. Le mercredi, des plongeurs à la recherche d'un trésor de pirates au fond de l'océan. Gabrielle ne parlait toujours pas beaucoup, mais il commença à réagir. Un haussement de sourcils par-ci, un quasi-sourire par-là, et puis un matin pluvieux d'avril, alors que Marine narrait une aventure particulièrement absurde impliquant un dinosaure végétarien qui voulait ouvrir une pizzeria, Gabrielle fit un son. Ce ne fut pas vraiment un rire. C'était quelque chose entre un reniflement et un soupir. Mais ses épaules tremblèrent, ses yeux brillèrent, et Marine sut qu'elle avait trouvé une porte d'entrée. À partir de ce jour, les histoires devinrent progressivement plus ridicules. Marine avait un talent naturel pour l'absurde, pour combiner des éléments qui n'avaient aucun sens, mais qui, ensemble, créaient des récits qui désarmaient toute résistance. Gabriel commença à attendre les histoires. Il commença à prêter attention aux détails, à être déçu lorsqu'une interruption coupait le récit en plein milieu. Madame Lucie observait tout avec un mélange de désapprobation et de curiosité. Cette jeune femme était vraiment très peu conventionnelle. Elle faisait des voix amusantes, inventait des mots, riait trop fort. Mais il était indéniable que Gabriel était différent. Il mangeait mieux, dormait mieux, et il avait retrouvé des expressions sur son visage, chose que la gouvernante n'avait pas vue depuis avant l'accident. Édouard remarquait aussi les changements, lors de ses brèves apparitions dans la chambre de son fils. Les visites restaient courtes et inconfortables, chargées du poids de tout ce qu'il ne savait pas dire. Mais Gabriel n'était plus complètement apathique. Il y avait de la vie dans les yeux du garçon, même s'il y avait encore de la douleur. Un soir, en montant pour vérifier si son fils dormait, Édouard le surprit en train de sourire dans son sommeil. Ce ne fut qu'une seconde, un petit mouvement des lèvres, mais ce fut suffisant pour que la poitrine d'Édouard se serre d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. La docteure Martin, en revanche, restait sceptique. Elle rendait visite à Gabriel 3 fois par semaine et menait des évaluations rigoureuses. Elle testait les réflexes, la sensibilité, la force musculaire. Et les résultats restaient inchangés. Il n'y avait pas d'amélioration neurologique objective. Gabriel restait sans mouvement volontaire dans les jambes. La médecin voyait les changements comportementaux, bien sûr. Le garçon était plus engagé, plus présent. Mais pour elle, cela ne signifiait pas un progrès réel si ce n'était pas accompagné d'une récupération physique mesurable. Marine fait un travail adéquat dans la gestion émotionnelle,
rapporta-t-elle à Édouard lors d'une réunion au bureau. Mais nous devons faire attention à ne pas créer d'attentes irréalistes. Le tableau neurologique de Gabriel est stable, mais sans évolution. L'approche ludique a sa place, mais elle ne peut pas remplacer le travail sérieux de rééducation. Édouard acquiesça comme il le faisait toujours pour tout ce que la docteure Martin disait. Elle était la spécialiste. Elle avait les diplômes, l'expérience, la réputation. Si elle pensait que les progrès étaient limités, alors ils l'étaient. Mais quand il montait dire au revoir à Gabriel avant de partir pour une autre réunion d'affaires, il y avait une pointe de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Marine arrivait à faire sourire son fils. Lui, le père, ne parvenait qu'à lui faire détourner le regard. Ce fut un jeudi après-midi, près d'un mois après que Marine eut commencé à travailler à l'hôtel particulier, que tout changea de dimension. Gabriel venait de terminer son déjeuner et Marine l'avait ramené dans sa chambre pour la période de repos. Mais au lieu de simplement l'installer dans son fauteuil comme d'habitude, elle eut une idée. « Gabriel, aujourd'hui j'ai apporté quelque chose de spécial. Tu aimes dessiner ?» Le garçon là regarda avec une expression indéfinie. Marine interpréta cela comme un peut-être et alla chercher dans son sac à dos un grand carnet de dessins et une boîte de crayons de couleur qu'elle avait acheté avec son propre argent dans une papeterie près de chez elle. Alors, je me disais, on a déjà voyagé dans tellement d'endroits dans nos histoires, n'est-ce pas? On est allé en Amazonie, dans l'espace, au fond de la mer. Mais je n'ai jamais vu à quoi ressemblent ces endroits. Tu pourrais me les dessiner? Gabriel resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix basse mais claire, il dit quelque chose qui fit bondir le cœur de Marine. « Je ne sais pas bien dessiner. Ce n'est pas grave. Moi non plus. Mais tu sais ce qui est génial avec les dessins? Ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour raconter une histoire. On essaye ensemble ?» Marine ouvrit le carnet et le plaça sur une planchette adaptée qui pouvait être posée sur les genoux de Gabriel. Elle choisit un crayon de couleur bleue et le plaça dans la main du garçon, ajustant délicatement ses doigts autour. Et puis elle attendit. Pendant 1 minute entière, Gabriel se contenta de tenir le crayon, regardant la page blanche comme si c'était un abîme. Marine ne le pressa pas, ne donna pas d'instructions. Elle s'assit simplement à côté de lui, dans un silence solidaire. Et puis, Gabriel commença à dessiner. Des mouvements hésitants au début, des lignes tremblantes qui se connectaient à peine. Mais il dessinait, il créait quelque chose. Marine dut se mordre la lèvre pour ne pas laisser l'émotion déborder en larmes qui auraient pu gêner le garçon. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle doucement. « Un vaisseau spatial. Ah, de notre mission vers Mars ?»« Non. » Gabriel fit une pause. « De la mission pour aller chercher maman. » Le monde s'arrêta. Marine eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Toutes ces histoires absurdes, toute sa créativité semblaient soudainement inutiles face à cette phrase. « Elle te manque », murmura Marine. Ce n'était pas une question. « Tous les jours, j'imagine. » Marine déglutit. « Ma mère est toujours là, mais quand mon frère... Lucas est parti. J'ai senti qu'une partie de moi était partie avec lui. Alors je crois que je comprends un petit peu ce que tu ressens. » Gabriel arrêta de dessiner et regarda Marine. La regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis son arrivée. Les yeux du garçon étaient remplis d'une douleur ancienne, trop grande pour tenir dans un si petit corps. « Madame Lucie a dit que maman est au ciel. Papa ne parle pas d'elle. La docteure a dit que je dois accepter et aller de l'avant. Mais je ne sais pas comment on fait ça. » Marine sentit les larmes monter, mais elle les retint. Ce moment n'était pas à propos d'elle. Il était à propos de Gabriel. Il s'agissait de donner à ce garçon ce que personne d'autre ne lui donnait, la permission de ressentir. « Tu sais, Gabriel, je pense que les gens ont peur de parler de ceux qui sont partis parce que ça fait trop mal. Mais ne pas en parler fait mal aussi, d'une manière différente. C'est comme si on devait garder toute cette tristesse à l'intérieur, sans endroit où la mettre. » « C'est exactement ça, » chuchota Gabriel. « Alors si on faisait un pacte. Chaque fois que tu voudras parler de ta mère, tu pourras. Avec moi, tu peux. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. D'accord ?» Gabriel hocha la tête. Et alors, pour la première fois depuis l'accident, il commença à parler d'Hélène. Il commença lentement, avec des phrases courtes et hésitantes.
Elle faisait des gâteaux au chocolat. Elle chantait tout bas quand je n'arrivais pas à dormir. Elle sentait le jasmin. Elle riait fort, très fort, et papa lui disait toujours de se contrôler, mais elle ne se contrôlait jamais. Et tout en parlant, Gabriel ajoutait des détails au dessin. Le vaisseau spatial se dotait de fenêtres. Des étoiles apparaissaient autour. Une petite silhouette à l'intérieur du vaisseau, regardant vers le haut. Marine se contentait d'écouter, de valider, de poser des questions douces quand cela semblait approprié. C'était le genre de conversation que la docteure Martin classerait probablement comme inappropriée, potentiellement nuisible au processus d'acceptation du deuil. Mais Marine suivait son instinct, et son instinct lui disait que Gabriel avait besoin de ça plus que de protocole. Quand Madame Lucie frappa à la porte 2 heures plus tard pour annoncer que le professeur particulier était arrivé, elle les trouva assis côte à côte sur le canapé, Gabriel avec le carnet sur les genoux, rempli de dessins colorés. Marine pointant l'un d'eux et posant des questions sur les détails. La gouvernante les observa un instant depuis la porte, et quelque chose en elle céda un peu. Cette scène, si simple, si commune, était quelque chose qui ne s'était pas produit dans cette maison depuis si longtemps. Les jours suivants, le carnet de dessin devint une partie intégrante de la routine. Gabriel dessinait pendant la période de repos, après le déjeuner avant de dormir. Il dessinait des souvenirs de sa mère. Il dessinait les histoires que Marine racontait. Il dessinait des rêves et des cauchemars. Et en dessinant, il parlait. Pas beaucoup, jamais beaucoup, mais assez pour que Marine commence à assembler le puzzle complexe qu'était Gabriel Chevalier. Elle découvrit que le garçon était trop intelligent pour son âge, qu'il avait un sens de l'humour acide quand il se sentait en sécurité, qu'il aimait l'astronomie et les dinosaures avec la même intensité, qu'il se sentait coupable d'avoir survécu alors que sa mère n'avait pas survécu, qu'il avait peur d'oublier son visage, qu'il faisait parfois semblant de dormir quand son père venait lui rendre visite, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Marine commença aussi à comprendre la dynamique de cette maison. Édouard était un homme brisé de l'intérieur, essayant désespérément de réparer son fils parce qu'il ne pouvait pas se réparer lui-même. Madame Lucie était une femme qui avait perdu la capacité de montrer de l'affection parce qu'elle avait peur de perdre à nouveau. La docteure Martin était une professionnelle compétente qui voyait Gabriel comme une énigme scientifique, pas comme un enfant effrayé. Et Gabriel était un garçon emprisonné non seulement dans son propre corps, mais dans un système qui traitait ses symptômes, mais ignorait son âme. Ce fut lors d'un de ces après-midi de dessin que Marine commit ce que les autres appelleraient une violation de la vie privée, mais qu'elle considéra comme le destin. Gabriel s'était endormi plus tôt que d'habitude, épuisé après une séance particulièrement intense avec le psychologue. Marine rangeait la chambre, gardant les crayons de couleur, quand elle décida de faire un nettoyage plus approfondi des jouets qui prenaient la poussière sur les étagères. Elle était accroupie par terre, triant des petites voitures et des blocs de construction, quand sa main toucha quelque chose de différent au fond du placard bas. Un objet doux, enveloppé dans un chiffon de flanelle. Marine le tira avec précaution et découvrit une boîte à chaussures décorée d'autocollants d'étoiles et de planètes. À l'intérieur, des carnets. Pas des carnets de dessin, mais des carnets aux couvertures fleuries, aux pages remplies d'une écriture délicate et inclinée. Marine sut immédiatement ce que c'était, et elle sut qu'elle devrait les refermer, les ranger, peut-être en parler, à Édouard ou à Madame Lucie. Mais quelque chose l'en empêcha. Elle ouvrit la première page du carnet du dessus et lut « Janvier, Gabriel a eu 6 ans aujourd'hui et a demandé une fête d'astronaute. Édouard trouvait ça exagéré, mais j'ai insisté. Mon garçon mérite toutes les étoiles de l'univers. » C'était le journal intime d'Hélène. Marine savait qu'elle franchissait une ligne. C'étaient des pensées privées, des souvenirs intimes d'une femme qui n'était plus là pour donner sa permission. Mais alors que ses yeux parcourèrent les pages, elle vit quelque chose de bien plus grand qu'une violation de la vie privée. Elle vit une carte, un guide laissé par une mère qui aimait son fils avec une intensité presque douloureuse. Il y avait des recettes de biscuits avec des annotations. Gabriel adore quand ils sont croustillants sur les bords. Il y avait des descriptions de crises de colère et comment les résoudre. Quand il est en colère, ça ne sert à rien d'expliquer. Il faut d'abord le prendre dans ses bras et parler après. Il y avait des réflexions sur les peurs. Il a peur du noir depuis qu'il a vu ce film.
Je laisse toujours la lumière du couloir allumée. » Et il y avait de l'amour. Tellement d'amour qu'il débordait de chaque phrase, de chaque mot choisi avec soin, de chaque exclamation de joie ou d'inquiétude maternelle. Marine emporta les carnets dans la salle de bain de la chambre, s'y enferma et lut. Elle lut pendant 1 heure, puis 2. Elle lut jusqu'à ce que sa vision devienne floue à cause des larmes. Elle lut jusqu'à comprendre que ces journaux n'étaient pas seulement les souvenirs d'une femme, c'étaient des instructions. C'était un testament. C'était la façon pour Hélène de continuer à prendre soin de son fils même après son départ. Quand Gabriel se réveilla, Marine était de retour à ses côtés, les carnets de nouveau cachés dans la boîte à chaussures. Mais quelque chose avait changé. Elle avait maintenant accès aux secrets pour rendre ce garçon heureux. Elle savait qu'il adorait quand quelqu'un dessinait des étoiles brillantes au plafond avec de la peinture qui brillait dans le noir. Elle savait que sa couleur préférée était le vert d'eau, parce que ça lui rappelait la mer. Elle savait qu'Hélène inventait des chansons idiotes à l'heure du bain et que Gabriel riait tellement qu'il s'étouffait avec l'eau. Et Marine commença à utiliser ses connaissances. Un après-midi, elle apporta du matériel de bricolage et, avec Gabriel, peignit des étoiles phosphorescentes au plafond de la chambre. Madame Lucie faillit avoir une crise en voyant cela, mais Édouard étonnamment le permit. Cette nuit-là, quand les lumières furent éteintes, Gabriel regarda en l'air et vit un ciel étoilé au-dessus de son lit. Marine l'entendit respirer profondément, un soupir qui semblait porter à la fois soulagement et nostalgie. Lors des séances de kinésithérapie, Marine intégra des chansons qu'Hélène avait l'habitude de chanter, découvertes grâce au journal. Gabriel reconnut immédiatement les mélodies, il ne dit rien mais ses yeux devinrent vitreux, lointains, comme s'il voyageait dans le temps vers des moments plus simples. Et dans la cuisine, avec la permission réticente de Madame Lucie, Marine et Gabriel commencèrent à faire les recettes notées par Hélène. Des biscuits au chocolat avec des pépites fondantes, un gâteau à la carotte avec un glaçage au chocolat, une tarte aux pommes à la cannelle qui parfumait toute la maison. Gabriel ne pouvait toujours pas aider physiquement de manière significative, mais il dirigeait. Il se souvenait des goûts, des textures, des odeurs. Et pendant qu'il cuisinait, il parlait davantage de sa mère. Des histoires qui étaient enfermées depuis si longtemps commençaient à couler, et avec elles, des larmes, beaucoup de larmes. Mais c'étaient des larmes qui devaient sortir, qui nettoyaient au lieu d'empoisonner. Madame Lucie, qui avait initialement protesté contre le désordre dans sa cuisine impeccable, commença à trouver des excuses pour rester à proximité pendant ces sessions. Elle ne participait pas activement, mais elle restait là, polissant la même casserole pendant 20 minutes, ou rangeant des placards déjà rangés. Et quand Gabriel racontait une histoire particulièrement douce sur Hélène, Madame Lucie devait se retourner pour cacher ses propres yeux humides. Parce que la vérité était qu'Hélène manquait aussi à Madame Lucie. Elles avaient travaillé ensemble pendant des années. Hélène ne l'avait jamais traitée comme une employée, mais comme un membre de la famille. Elle laissait des mots gentils, lui demandait des nouvelles de ses enfants, se souvenait de son anniversaire. Et quand Hélène est partie, Madame Lucie a perdu non seulement sa patronne, mais une amie. Son deuil s'était transformé en rigidité parce qu'il était plus facile d'être dur que d'être vulnérable. Mais entendre Gabriel parler de sa mère, voir le garçon reprendre des couleurs, l'odeur de gâteau remplissant à nouveau la maison, faisait fondre cette armure petit à petit. Un soir, après que Gabriel se fut endormi, Madame Lucie appela Marine dans la cuisine. La jeune femme s'attendait à une réprimande, peut-être même à un licenciement pour avoir touché aux affaires d'Hélène sans autorisation. Mais Madame Lucie servit simplement 2 tasses de café et s'assit à la table, un geste inédit, car elle ne s'asseyait jamais quand elle travaillait. « Marine, je dois vous dire quelque chose. » La gouvernante fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Quand vous avez été engagée, je ne pensais pas que ça marcherait. Vous étiez trop jeune, trop informelle, trop différente de ce à quoi nous étions habitués. Mais j'avais tort. Vous êtes en train de faire quelque chose qu'aucun médecin, aucun thérapeute, aucun de nous n'a réussi à faire. Vous ramenez ce garçon à la vie. » Madame Lucie but une gorgée de café, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Madame Hélène vous aurait adoré. Elle disait toujours que Gabriel avait besoin de quelqu'un qui verrait le garçon d'abord et le problème ensuite. Vous faites ça naturellement. Marine sentit un nœud dans sa gorge. Merci, Madame Lucie, ça me touche beaucoup. Faites juste attention. La gouvernante baissa la voix.
La docteure Martin n'aime pas cette approche. Elle pense que vous interférez avec le traitement. Et M. Édouard lui fait très confiance. Je sais. Marine soupira. Mais je ne fais rien qui nuise à Gabriel. Je suis juste humaine avec lui. Je sais que vous l'êtes, et Gabriel le sait, mais tout le monde ne le comprendra pas. C'était un avertissement que Marine aurait dû prendre plus au sérieux, mais que, dans l'enthousiasme de voir Gabriel s'améliorer, elle finit par sous-estimer. Parce que pendant que Gabriel s'épanouissait, pendant que la maison recommençait à respirer après des mois d'étouffement, des tempêtes se formaient à l'horizon. La docteure Martin était de plus en plus agacée par les rapports que Madame Lucie était obligée d'envoyer. L'enfant était émotionnellement stable, oui, mais il n'y avait pas de progrès neurologique mesurable. Et maintenant, pire encore, l'aide-soignante interférait activement, introduisant des éléments non autorisés dans le traitement, créant des attentes qui pourraient mener à une chute dévastatrice. Et Édouard, pauvre, Édouard était pris au milieu. Il voyait son fils plus heureux. Mais le bonheur ne faisait pas marcher Gabriel, et au fond, hanté par une culpabilité constante, Édouard commençait à se demander si ce n'était pas cruel de laisser le garçon espérer alors que la réalité médicale était implacable. Les semaines s'étaient transformées en près de 2 mois. Mai arrivait avec ses matins froids et ses après-midi de soleil timide sur Paris. Gabriel dessinait, cuisinait, riait. Il bougeait les doigts de ses mains avec plus de dextérité. Sa posture s'était améliorée. Ses yeux brillaient, mais ses jambes restaient immobiles. Et, un soir, après une autre réunion avec la docteure Martin où elle avait insisté pour une hospitalisation dans une clinique spécialisée, Édouard se retrouva seul dans son bureau, avec une décision impossible entre les mains. Gabriel était heureux, mais le bonheur n'était pas une guérison. Et lui, en tant que père, avait la responsabilité de faire ce qui était le mieux pour son fils, pas ce qui était le plus confortable. Du moins, c'est ce que disait la docteure Martin. Et elle était la spécialiste. Elle devait avoir raison, n'est-ce pas? Pendant qu'Édouard buvait et ruminait, pendant que la docteure Martin planifiait des interventions plus agressives, pendant que Madame Lucie se débattait entre le protocole et son cœur, Marine était dans la chambre de Gabriel, lisant un autre passage du journal d'Hélène. « S'il m'arrive quelque chose, disait l'écriture inclinée de la mère, s'il vous plaît, ne laissez pas mon garçon oublier qu'il est aimé. Peu importe ce qui arrive à son corps, son âme est parfaite, il est parfait, et il mérite d'être heureux. » Marine ferma le carnet et regarda Gabriel dormir, l'ours en peluche qu'elle lui avait donné caché sous l'oreiller, les étoiles brillant, au plafond au-dessus de lui. Elle fit une promesse silencieuse à Hélène, où qu'elle soit. « Je ne les laisserai pas faire, je le promets. Je ne laisserai personne éteindre cette lumière qui recommence à briller en lui. » Mais les promesses, aussi sincères soient-elles, ne suffisent parfois pas contre les forces qui conspirent contre nous, et la tempête qui s'annonçait allait tester non seulement la détermination de Marine, mais la fibre même de tous les habitants de l'hôtel particulier des Chevaliers. La décision tomba un lundi de juin, froid et gris comme seul Paris sait l'être au milieu de l'année. Marine arriva pour son service du matin avec un sac rempli de matériel pour un nouveau projet. Elle et Gabriel allaient construire un système solaire miniature, chaque planète faite de pâtes à modeler colorées, suspendue au plafond avec des fils de nylon transparents. Elle pouvait déjà imaginer les yeux du garçon briller en voyant Saturne avec ses anneaux, Jupiter avec ses rayures, la Terre petite et bleue parmi toutes les autres. Mais quand elle entra par la porte de service, elle trouva Madame Lucie qui l'attendait avec une expression qui déclencha immédiatement toutes les alarmes intérieures de Marine. « Il faut que je vous parle », dit la gouvernante, la voix soigneusement neutre. « Dans le bureau. » Marine sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle suivit Madame Lucie à travers les couloirs, désormais si familiers, montant les escaliers qui menaient à l'aile administrative de la maison, où Édouard avait son bureau privé. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, elle pouvait voir l'homme d'affaires assis derrière l'énorme bureau en acajou, les épaules tendues, les yeux évitant tout contact direct. La docteure Martin était là aussi, debout à côté d'Édouard, un dossier de documents à la main et une expression qui mêlait préoccupation professionnelle à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction. « Marine, asseyez-vous s'il vous plaît, dit Édouard, sa voix formelle, distante.
Ce n'était pas la voix de quelqu'un sur le point de donner de bonnes nouvelles. Elle s'assit sur la chaise indiquée, les mains serrées sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Marine, » commença la docteure Martin, sortant quelques papiers du dossier, « j'ai suivi de près les progrès de Gabriel ces dernières semaines. Et bien qu'il soit indéniable qu'il y a eu des améliorations sur le plan émotionnel et comportemental, nous devons avoir une conversation franche sur votre approche. » Mon approche, Marine sentit sa voix sortir plus défensive qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui. » La médecin ajusta ses lunettes, un geste que Marine commençait à associer à de mauvaises nouvelles. « Vous avez pris des libertés qui dépassent le cadre de votre travail d'aide-soignante. Introduire des éléments non autorisés dans le traitement, créer des attentes sans fondement médical, alimenter des fantasmes qui peuvent être contre-productifs pour le processus d'acceptation de la condition de Gabriel. Je ne crée pas de fantasmes. » Marine regarda directement la docteure Martin. « Je lui donne ce que personne d'autre ne lui donne, la permission d'être à nouveau un enfant, de ressentir, de vivre au-delà de la maladie. »« Je comprends votre intention, » rétorqua la médecin, la voix froide comme un scalpel. « Mais les bonnes intentions ne remplacent pas les protocoles basés sur des preuves. Gabriel a une lésion médulaire incomplète, c'est un fait. La probabilité d'une récupération significative de la fonction motrice est au mieux incertaine. Alimenter des espoirs irréalistes peut causer un préjudice psychologique grave lorsque la réalité s'imposera. » Marine sentit la colère bouillir en elle. Un préjudice psychologique? Le préjudice psychologique était déjà en train de se produire. Il mourait de l'intérieur, traité comme un cas clinique au lieu d'un garçon de 8 ans qui avait perdu sa mère. « Marine, s'il vous plaît, » intervint Édouard, la regardant enfin. « Je sais que vous vous souciez de mon fils. C'est évident. Mais la docteure Martin est une spécialiste reconnue internationalement. Si elle dit que votre approche peut être préjudiciable, je dois en tenir compte. » Préjudiciable. Marine sentit les larmes monter, mais lutta pour les contenir. « Monsieur Édouard, quand je suis arrivé ici, Gabriel ne parlait pas, ne souriait pas, n'avait pas envie de vivre. Maintenant, il dessine, raconte des histoires, interagit. Il est redevenu un enfant. Comment cela peut-il être préjudiciable ? Parce que vous créez une dépendance émotionnelle malsaine, » lança la docteure Martin. « Gabriel transfère sur vous le rôle maternel, ce qui interfère avec le processus naturel de deuil. De plus, vos activités non autorisées, comme lui permettre de manipuler des objets de sa mère décédée, contredisent directement les orientations thérapeutiques que j'ai établies. » Marine se figea. Comment savait-elle pour les journaux? Son visage dut la trahir car la docteure Martin continua. « Madame Lucie m'a informé que vous aviez trouvé les journaux personnels d'Hélène et que vous utilisiez leur contenu pour diriger vos interactions avec Gabriel. C'est une grave violation de la vie privée et une appropriation non autorisée de matériel sensible. » Marine regarda Madame Lucie, qui se tenait dans un coin de la pièce, les yeux baissés, incapable de soutenir le regard de la jeune femme. La gouvernante avait fait son rapport. Elle devait le faire. C'était son travail. Mais la culpabilité était visible sur chaque trait de son visage. « Je ne violais rien, » se défendit Marine, la voix tremblante. « J'ai trouvé les journaux par hasard et j'y ai vu une opportunité de connecter Gabriel avec les souvenirs de sa mère de manière saine. Hélène a laissé ses notes. C'était sa connaissance de son propre fils. Je n'ai fait qu'utiliser cette connaissance pour mieux m'occuper de lui. »« Ce n'était pas à vous de prendre cette décision, » répondit Édouard, et il y avait une dureté nouvelle dans sa voix. « Ces journaux sont la propriété personnelle de la famille. Vous n'aviez pas le droit de les lire et encore moins d'utiliser leur contenu sans mon autorisation. » Marine sentit le monde s'effondrer. Elle avait franchi une ligne et le savait depuis le début. Mais les résultats avaient été si positifs qu'elle s'était convaincue que la fin justifiait les moyens. De plus, continua la docteure Martin en feuilletant d'autres papiers, vous avez systématiquement ignoré les directives que j'ai établies pour la routine de Gabriel. Les horaires de kinésithérapie ont été modifiés, le régime alimentaire a été changé, des activités non autorisées ont été introduites. Cela sape complètement la structure thérapeutique que j'ai construite avec tant de soin. Parce que cette structure était en train de le tuer, explosa Marine, incapable de se contenir plus longtemps. Excusez-moi, je sais que je ne devrais pas parler ainsi, mais c'est la vérité.
Gabriel n'avait pas besoin de plus de structure, de plus de protocole, de plus de froideur. Il avait besoin d'amour, et je lui en ai donné. Le silence qui suivit fut dense, chargé. Édouard passa une main sur son visage, un geste d'épuisement profond. La docteure Martin garda une expression impassible, professionnelle. Madame Lucie s'essuya discrètement les yeux avec un mouchoir. « Marine, dit enfin Édouard, et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Je vais devoir me séparer de vous. » Les mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Marine sentit tout l'air quitter ses poumons. « Quoi ? Votre contrat se termine aujourd'hui. » Édouard ne pouvait pas la regarder. « Nous vous paierons les 3 mois convenus plus une compensation supplémentaire. Mais à partir de maintenant, une nouvelle aide-soignante prendra le relais. » « Non, » Marine se leva brusquement. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Gabriel a besoin de moi. »« Gabriel a besoin de soins professionnels adéquats, » corrigea la docteure Martin. « J'ai déjà une candidate hautement qualifiée, avec 20 ans d'expérience en rééducation pédiatrique. Elle commencera demain. »« Demain ?» Marine sentit une panique authentique. « Vous n'allez même pas me laisser lui dire au revoir ? Nous pensons que c'est mieux ainsi. » Édouard la regarda enfin, et il y avait de la culpabilité dans ses yeux, mais aussi de la détermination. Des adieux prolongés ne feraient que rendre la transition plus difficile pour Gabriel. Il vaut mieux une coupure nette. Mieux pour qui? La voix de Marine sortit comme un cri étouffé. Pour vous, qui n'aurait pas à gérer des émotions gênantes? Pour la docteure, qui pourra recommencer à traiter Gabriel comme une expérience? Parce que ce n'est certainement pas mieux pour Gabriel. Marine, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, demanda Édouard. Plus difficiles? Marine sentit les larmes s'échapper enfin. Vous n'avez aucune idée de ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de voir un enfant renoncer à vivre. Ce qui est difficile, c'est de passer des mois à construire un pont pour le ramener à la vie et d'être ensuite empêché de finir la traversée. Ce qui est difficile, c'est d'aimer quelqu'un et d'être forcé de l'abandonner. Vous confirmez le point de vue de la docteure Martin, dit Édouard, sa voix se durcissant. Vous avez développé un attachement émotionnel inapproprié. Ce n'est pas professionnel. Professionnel. Marine rit, un son amer. Dieu me préserve d'être professionnel, si cela signifie oublier que j'ai affaire à un être humain. Madame Lucie pleurait maintenant ouvertement, mais restait silencieuse. La docteure Martin gardait une expression neutre, mais il y avait du triomphe dans ses yeux. Édouard ressemblait à un homme qui se noie, essayant de s'accrocher à n'importe quoi qui ait un sens dans un monde qui n'en avait plus. « La décision est prise, » dit-il d'un ton final. « Madame Lucie va vous accompagner pour récupérer vos affaires. Le paiement sera effectué par virement d'ici la fin de la journée. »« Et Gabriel ?» demanda Marine, la voix brisée. « Qu'allez-vous lui dire ? » ?»« Nous lui dirons que vous avez dû partir pour des raisons personnelles, que la nouvelle aide-soignante est très compétente. Il s'adaptera. » « Il ne le fera pas. » Marine regarda Édouard droit dans les yeux. « Et quand il régressera, quand il arrêtera de manger, de parler, d'essayer, vous vous souviendrez de cette conversation. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, regardant en arrière une dernière fois. « J'ai lu les journaux de votre femme, monsieur Édouard, et vous savez ce qui m'a le plus marqué? À quel point elle implorait, page après page, que s'il lui arrivait quelque chose, vous ne laissiez pas la peur transformer l'amour en contrôle. Elle avait peur que vous oubliiez de voir Gabriel comme un enfant et que vous ne le voyiez plus que comme un problème à résoudre. » La voix de Marine était calme maintenant, chargée d'une profonde tristesse. Et c'était exactement ce qu'elle craignait. Hélène le savait. Elle savait. Édouard pâlit. La docteure Martin fit un pas en avant comme pour intervenir, mais Marine sortait déjà. Madame Lucie l'accompagna jusqu'à la chambre de service, où Marine gardait quelques affaires. La jeune femme ramassa son sac à dos, ses effets personnels, se déplaçant comme un automate. Elle voulait courir jusqu'à la chambre de Gabriel, le serrer dans ses bras une dernière fois, lui expliquer, lui promettre qu'elle reviendrait. Mais Madame Lucie était là, obéissante aux ordres, et Marine savait que toute tentative serait empêchée. « Je suis désolée, » murmura Madame Lucie quand elles arrivèrent à la porte de service. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Je sais. » Marine posa la main sur le bras de la gouvernante. « Prenez soin de lui, Madame Lucie, s'il vous plaît. Ne le laissez pas s'éteindre à nouveau.
Madame Lucie hocha la tête, incapable de parler. Et puis Marine se retrouva à l'extérieur des murs de l'hôtel particulier des Chevaliers, dans la rue froide de Paris, son sac à dos sur l'épaule et le cœur en morceaux. À l'intérieur de la maison, Gabriel était dans sa chambre en train de faire des exercices avec le kinésithérapeute qui venait 3 fois par semaine. Il attendait que Marine arrive à tout moment avec une nouvelle histoire, une aventure folle qui transformerait ces exercices ennuyeux en quelque chose d'amusant. Mais Marine n'arriva pas. Quand le kiné eut terminé, Gabriel demanda à Madame Lucie où elle était. « Marine a dû partir, mon chéri, » dit Madame Lucie, la voix soigneusement contrôlée. « Elle ne travaillera plus ici. » Gabriel devint très silencieux. « Comment ça, elle ne travaillera plus ici? Elle n'a pas dit au revoir. » Tout s'est passé très vite, mais demain une nouvelle aide-soignante très gentille va commencer. Je ne veux pas de nouvelle aide-soignante. Je veux Marine. Madame Lucie ne sut que répondre. Gabriel attendit le reste de la journée. Il attendit à l'heure du déjeuner, quand ils cuisinaient habituellement ensemble. Il attendit à l'heure du repos, quand ils dessinaient. Il attendit à l'heure de dormir, quand Marine racontait des histoires. Mais elle ne revint pas. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla et trouva une femme inconnue dans la chambre. Elle se présenta comme Roselyne, avait une 50aine d'années, une posture militaire, une voix ferme. Elle expliqua la routine qu'il suivrait désormais. Il n'y eut pas d'histoire, pas de conversation sur des vaisseaux spatiaux ou des dinosaures, juste un protocole efficace et distant. Gabriel ne dit pas un mot. Il tourna simplement le visage vers la fenêtre et resta ainsi. Les jours suivants, la régression fut rapide et dévastatrice. Gabriel arrêta de manger. Il refusait les plats que Roselyne lui offrait, tournant la tête, fermant la bouche. Il arrêta de dessiner. Les crayons de couleur restaient intacts sur l'étagère. Il arrêta d'interagir avec qui que ce soit. Quand le psychologue venait, Gabriel restait dans un silence absolu. Quand son père lui rendait visite, il ne le regardait même pas. La seule chose que Gabriel faisait était de serrer un ours en peluche usé que Marine avait laissé caché sous son oreiller le dernier jour. Elle ne savait même pas qu'il le trouverait, mais il l'avait trouvé. Et maintenant, cet ours était sa seule connexion avec quelque chose qui avait un sens. Édouard observait tout avec un désespoir croissant. Il avait fait ce qu'il pensait être juste. Il avait suivi les conseils de la spécialiste, mais Gabriel allait de plus en plus mal. La docteure Martin disait que c'était une phase d'ajustement, que ça passerait bientôt. Mais cela faisait 2 semaines et le garçon était de plus en plus éteint. Madame Lucie arrivait à peine à fonctionner. Elle préparait les repas que Gabriel ne mangeait pas, rangeait la chambre que le garçon n'utilisait plus, essayait de parler mais était accueillie par le silence. La nuit, enfermée dans sa chambre, elle pleurait en pensant à Marine, à Hélène, à tout ce qui quittait cette maison. Roselyne, de son côté, restait professionnelle. Elle suivait tous les protocoles à la lettre, faisait des rapports détaillés pour la docteure Martin. Mais il n'y avait pas de chaleur humaine, pas de connexion, et Gabriel le sentait. Ce fut une nuit d'orage que tout changea. Paris était frappé par un violent orage, le tonnerre secouant les fenêtres, la pluie martelant le toit. La maison avait un générateur de secours, mais la foudre frappa le transformateur du quartier, et pendant quelques minutes, toute la maison fut plongée dans l'obscurité totale, jusqu'à ce que le générateur se mette en marche. Édouard était dans son bureau, travaillant tard, quand il l'entendit. Un son qui lui glaça le sang. Gabriel, qui criait. Ce n'était pas un caprice ou une crise, c'était de la terreur pure. Il monta les escaliers en courant, le cœur battant à tout rompre. Roselyne était déjà dans la chambre, essayant de calmer le garçon, mais Gabriel était inconsolable. Recroquevillé dans son lit, serrant son ours, tremblant violemment, les larmes coulant sur son visage. Il criait le nom de Marine. Il criait le nom de sa mère. Il criait qu'il avait peur du noir. Édouard écarta Roselyne et prit son fils dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Gabriel s'agrippa à lui avec une force désespérée, sanglotant contre sa poitrine. Et là, tenant ce petit corps fragile qui tremblait de peur et de tristesse, Édouard comprit, enfin. Il avait perdu sa femme, mais il était en train de perdre son fils aussi, pas à cause d'une lésion à la colonne vertébrale, mais à cause de sa propre peur, peur de souffrir, peur de ressentir, peur d'échouer à nouveau.
Il avait construit des murs de protocole et de spécialistes autour de Gabriel en pensant le protéger, mais il ne faisait que l'emprisonner. Édouard berça Gabriel jusqu'à ce que les sanglots se transforment en sanglots plus petits, puis en soupirs fatigués, puis en silence épuisé. Il resta là, assis sur le lit avec son fils dans les bras, jusqu'à ce que Gabriel s'endorme. Et puis il resta encore un peu, le tenant simplement, quelque chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Les jours suivants, Édouard commença à vraiment observer. Il voyait Gabriel refuser de manger et remarquait que c'étaient les plats que Marine avait l'habitude de préparer qu'il refusait le plus, comme s'ils étaient trop douloureux. Il voyait le garçon regarder la porte chaque fois qu'il entendait des pas, l'espoir brillant brièvement, avant de mourir quand il voyait que ce n'était pas Marine. Il voyait les dessins empilés sur la table, œuvre de deux enfants créant ensemble des mondes impossibles, maintenant abandonnés. Et un après-midi, en fouillant la chambre de son fils à la recherche d'un indice pour l'aider, Édouard trouva un nouveau carnet de dessins. Il l'ouvrit et sentit le sol se dérober sous ses pieds, page après page de dessins de Gabriel, mais pas les dessins que Marine avait encouragés, de vaisseaux spatiaux et d'aventures. Ceux-ci étaient différents, plus sombres. Un grand homme au visage triste. Édouard se reconnut. En dessous, l'écriture tremblante de Gabriel. Mon papa qui sourit. Mais le dessin ne montrait pas un sourire. Il montrait le contraire. Une autre page. Une femme aux cheveux bouclés entourée d'étoiles. Marine. En dessous, elle me voyait. Une autre. Une immense maison, mais froide, tout en tons de bleu et de gris. En dessous, ma jolie cage. Édouard s'assit par terre, le carnet sur les genoux, les larmes qu'il ne s'était pas autorisées depuis des mois coulant enfin. Son fils avait essayé de communiquer à travers ses dessins et il n'avait jamais vraiment regardé. Il était si occupé à essayer de réparer le corps de Gabriel qu'il avait oublié de prendre soin de son âme. Cette nuit-là, Édouard fit quelque chose d'inédit. Il demanda au chauffeur de le conduire à un endroit précis en banlieue Est. Il mit des heures à trouver, mais il avait l'adresse du dossier du personnel. Quand il arriva enfin, il était presque minuit. La maison était simple, dans un quartier modeste, une rue pavée et un éclairage faible. Il frappa à la porte. Une femme plus âgée ouvrit, méfiante de voir un homme en costume à une heure pareille. C'était la mère de Marine. « Oui, je peux vous aider ?»« Vous êtes la mère de Marine Fournier ?» Édouard était complètement hors de son élément, mais déterminé. « Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien ?»« Elle va bien. Je suis Édouard Chevalier. Marine a travaillé pour moi, s'occupant de mon fils. J'ai besoin de lui parler. » La femme devint visiblement mal à l'aise. « Ma fille ne veut pas parler de ce travail. Vous l'avez beaucoup blessée. Je sais. Et je suis venu m'excuser. Je suis venu la supplier, en fait. Mon fils a besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. J'ai commis une terrible erreur. » La mère de Marine hésita. Marine apparut derrière elle, en pyjama, les yeux gonflés comme si elle avait pleuré récemment. Elle vit Édouard et son visage se ferma immédiatement. « Je n'ai rien à vous dire. Marine, s'il vous plaît. » Édouard fit un pas en avant. « Gabriel ne va pas bien. Il ne mange pas, ne parle pas, ne réagit à rien. Je pensais faire ce qu'il fallait en vous renvoyant. Je pensais protéger mon fils. Mais j'avais tort. Vous aviez raison sur tout. » Marine croisa les bras, la posture défensive, mais il y avait de la douleur dans ses yeux. « Comment va-t-il ? » « Il meurt de l'intérieur, comme avant votre arrivée. Sauf que c'est pire maintenant, parce qu'il sait que ça peut être différent. Et je ne sais pas quoi faire. Vous saviez. Vous avez toujours su. Vous m'avez renvoyé, dit Marine, la voix dure. Vous m'avez humilié. Vous m'avez traité comme si je nuisais à Gabriel, alors que tout ce que je faisais, c'était l'aimer. Je sais, et je suis désolé. Plus que je ne peux l'exprimer. Édouard déglutit. Mais il ne s'agit pas de moi ou de vous. Il s'agit de Gabriel. Il a besoin de vous, Marine, et je suis là, à genoux s'il le faut, pour vous supplier de revenir. Marine resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose qu'Édouard n'attendait pas. « Je vous ai vu à l'orphelinat, vous, à la télé. » Édouard était confus. « Quoi ?» Marine entra dans la maison et revint avec un téléphone montrant un reportage sauvegardé. Édouard se vit à l'écran
visitant un orphelinat pour enfants à besoins spécifiques, dans le cadre d'une action de responsabilité sociale de son entreprise. Dans le reportage, il apparaissait en train de discuter avec les enfants, de distribuer des dons. « Vous avez fait une belle action, » dit Marine, « mais vous savez ce que j'ai vu dans cette image? J'ai vu que vous regardiez ces enfants de la même manière que vous devriez regarder votre propre fils, avec attention, avec présence, avec humanité. » Edward regarda la vidéo, se voyant à travers les yeux de Marine, et il comprit. Avec des étrangers, en public, en jouant un rôle social, il pouvait être humain. Mais avec son propre fils, la culpabilité le paralysait tellement qu'il en devenait froid. « J'ai peur, » admit Edward, la voix brisée. « J'ai peur de le regarder et de voir ma culpabilité. J'ai peur de l'aimer complètement, parce que j'ai déjà tant perdu. J'ai peur de tout, Marine. Et cette peur est en train de tuer mon fils. » Marine sentit ses propres défenses tomber. Elle voyait un homme brisé, pas un patron arrogant. Elle voyait un père désespéré, pas un client froid. « Si je reviens, » dit-elle lentement, « les choses vont être différentes. Je ne veux pas que la docteure Martin interfère. Je ne veux pas de protocole rigide. Je veux la liberté de m'occuper de Gabriel comme il en a besoin. » « Vous l'aurez. » Édouard accepta immédiatement. « Liberté totale, et pas en tant qu'employé, en tant que membre de la famille. Vous avez sauvé mon fils une fois. Donnez-moi la chance que vous le sauviez à nouveau. » Marine regarda sa mère, qui hocha la tête de manière encourageante. Puis elle soupira profondément. « Je reviens demain matin. Et cette fois, monsieur Édouard, vous allez devoir me faire confiance, vraiment. Je vous fais confiance, dit Édouard. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait sincère. Le lendemain matin, quand Marine entra dans la chambre de Gabriel, le garçon était dans son fauteuil, regardant par la fenêtre comme il le faisait tous les jours. Elle ne dit rien. Elle s'approcha simplement et s'assit à côté de lui. Gabriel se tourna lentement, comme s'il avait peur que ce soit une autre déception. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marine et s'écarquillèrent. Et alors, pour la première fois en 2 semaines, Gabriel réagit. Il se jeta dans ses bras avec toute la force qu'il avait, l'ours en peluche écrasé, entre eux deux, sanglotant d'un soulagement si grand qu'il semblait physique. « Tu es revenu », répétait-il entre 2 sanglots. « Tu es revenu, tu es revenu, tu es revenu. »« Je suis revenu », murmura Marine en le serrant fort, ses propres larmes mouillant les cheveux du garçon. « Et je ne repartirai plus, je te le promets. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, se reconnectant simplement. Et puis, Gabriel dit quelque chose qui fit à la fois briser le cœur de Marine et le remplir d'espoir. « J'ai tellement essayé de ne pas oublier tes histoires, mais elles disparaissaient. Tu peux les raconter à nouveau? Je peux toutes les raconter, autant de fois que tu le voudras. » Et tandis que Marine recommençait à tisser ses histoires, tandis que Gabriel recommençait à sourire entre les larmes, tandis que la lumière revenait dans ses yeux sombres, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose que personne, pas même la docteure Martin avec tous ses diplômes, n'aurait pu prévoir. Parce que parfois, juste parfois, quand l'amour est assez fort et la connexion assez profonde, l'impossible trouve un chemin pour devenir réel. Les premiers jours après le retour de Marine furent comme regarder une fleur s'épanouir au ralenti. Gabriel recommença à manger, d'abord en petite quantité, puis avec un appétit sincère. Il recommença à dessiner, remplissant des pages et des pages de couleurs vives qui avaient été absentes pendant ces 2 semaines sombres. Et il recommença à parler, non seulement des mots isolés, mais de vraies conversations, des pensées complètes, même des blagues occasionnelles qui faisaient rire Marine aux larmes. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois, une intensité nouvelle. Comme si Gabriel avait compris, dans la douleur de la séparation, à quel point cette connexion était précieuse. Il ne laissait pas Marine quitter son champ de vision bien longtemps. Il lui demandait plusieurs fois par jour si elle reviendrait le lendemain. Il lui tenait la main avec force quand elle devait quitter la chambre, même pour quelques minutes. « C'est la peur de perdre à nouveau », expliqua le psychologue à Édouard lors d'une consultation. Gabriel a vécu 2 pertes traumatisantes, celle de sa mère et celle de Marine. Maintenant, il est hyper vigilant, essayant de s'assurer qu'il n'y en aura pas une 3e. Avec le temps et la constance, cette anxiété diminuera. Édouard écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais montrée auparavant.
Il avait changé, lui aussi. Il commença à rendre visite à Gabriel, non seulement avec des questions sur les traitements, mais avec un intérêt sincère pour ce que son fils ressentait. Il s'asseyait plus longtemps, posait des questions sur les dessins, essayait, maladroitement au début, de participer aux histoires que Marine racontait. Gabriel réagissait avec prudence à ces tentatives. Il y avait une distance entre le père et le fils, construite au fil des mois d'absence émotionnelle, et cette distance ne se dissoudrait pas du jour au lendemain. Mais il y avait des tentatives, de petits moments. Édouard apprit à s'asseoir par terre à côté du fauteuil de Gabriel, se mettant à la hauteur de son fils au lieu de rester debout à le regarder de haut. Il apprit à écouter plus et à parler moins. Il apprit lentement à simplement être présent. Marine observait ces interactions le cœur serré. Elle savait qu'une partie de la guérison de Gabriel passait par la reconstruction de la relation avec son père. Non pas pour la remplacer, mais pour que le garçon retrouve la famille que l'accident avait fragmentée. La docteure Martin fut discrètement remerciée. Édouard engagea un nouveau médecin, le docteur Henri Moreau, un spécialiste en rééducation, avec une approche plus holistique. Il examina Gabriel de manière approfondie et arriva à une conclusion intéressante. D'un point de vue neurologique, expliqua le docteur Moreau lors d'une réunion avec Édouard et Marine, Gabriel a une lésion médulaire incomplète, mais avec une préservation considérable des voies nerveuses. Cela signifie que théoriquement il y a un potentiel de récupération. Cependant, ce que j'ai observé au fil des ans, c'est que les facteurs émotionnels peuvent soit bloquer, soit faciliter la récupération physique dans des cas comme celui-ci. Pourra-t-il remarcher ? Demanda Édouard, la voix chargée d'un espoir qu'il essayait de contenir. C'est possible. Mais nous ne pouvons pas créer d'attente absolue. Ce que je peux dire, c'est que Gabriel a plus de chances de retrouver des mouvements maintenant, avec son état émotionnel stabilisé, qu'il n'en avait lorsqu'il était déprimé et isolé. L'esprit et le corps ne sont pas des entités séparées, ils travaillent ensemble. Marine prit ces informations au sérieux mais n'en mentionna rien à Gabriel. Elle ne voulait pas lui mettre à la pression ou créer des attentes qui pourraient ne pas se concrétiser. Au lieu de cela, elle continua son approche. Transformer chaque moment en une occasion de connexion, chaque exercice en une aventure, chaque jour en une promesse que de bonnes choses étaient encore possibles. Ce fut un matin d'août, près de 3 mois après le retour de Marine, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils faisèrent de la kinésithérapie, la routine habituelle. Marine avait transformé la séance en une expédition en Antarctique, où ils étudiaient des manchots rares. Gabriel riait d'une histoire particulièrement absurde sur un manchot qui voulait devenir chanteur d'opéra. Et puis, au milieu d'un rire, quelque chose changea. Gabriel s'arrêta brusquement, le rire se figeant sur ses lèvres. Son visage prit une expression de concentration intense, presque de douleur. « Gabriel, qu'est-ce qu'il y a ?» Marine s'approcha immédiatement, inquiète. « J'ai senti quelque chose, » murmura-t-il. « Mon pied. J'ai senti que tu touchais mon pied. » Marine se figea. Quelques jours auparavant, elle avait touché son pied pendant les exercices et il n'avait pas réagi. Elle le toucha à nouveau, plus fermement cette fois. « Et maintenant, tu sens ?»« Oui. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Ça picote. Marine, ça picote !» Marine sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devait rester calme, ne pas faire d'histoire, appeler le médecin pour vérifier. Mais l'émotion était trop forte. Elle serra Gabriel dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « C'est incroyable, mon ange, c'est tellement incroyable. » Madame Lucie, qui était dans le couloir et avait entendu l'agitation, entra en courant. Quand Marine expliqua, la gouvernante porta les mains à son visage, les yeux se remplissant de larmes. Elle courut prévenir Édouard, qui était en visioconférence dans son bureau. Il raccrocha sans cérémonie et monta les escaliers 4 à 4. Quand il arriva dans la chambre, il trouva Gabriel avec la plus grande expression d'espoir qu'il ait vue sur le visage de son fils depuis plus d'1 an. « Papa, j'ai senti mon pied quand Marine l'a touché. » Édouard s'agenouilla à côté du fauteuil de son fils, des larmes qu'il n'essaya pas de cacher coulant sur son visage. Il toucha délicatement le pied de Gabriel. « Et maintenant, tu sens ?» Gabriel ferma les yeux, se concentrant de toutes ses forces. « Un peu, c'est très faible, mais je sens. » Le docteur Moreau fut appelé immédiatement et mena des examens détaillés.
Il confirma que la sensibilité revenait. Ce n'était pas une garantie de récupération motrice complète, prévint-il, mais c'était un signe extrêmement positif. Le corps réagissait. Les jours suivants, Gabriel passa des heures à essayer de bouger les orteils. Marine l'aidait, lui tenant le pied, lui demandant d'essayer de toutes ses forces. Rien ne se passait. Et puis, un après-midi pluvieux, cela arriva. Le gros orteil bougea. Juste 1 millimètre, un mouvement si petit qu'on aurait pu l'imaginer. Mais non. Marine l'avait vu. Gabriel l'avait senti. Et puis il essaya à nouveau. Et encore. La récupération ne fut pas linéaire. Il y avait des jours de progrès suivis de jours de stagnation. Il y avait des moments de frustration quand Gabriel essayait de bouger sa jambe et que rien ne se passait. Mais Marine était toujours là, transformant chaque petite victoire en célébration, chaque revers en une occasion d'essayer une approche différente. Édouard commença à participer activement à la kinésithérapie. Lui qui avait toujours délégué tous les soins à des professionnels était maintenant par terre avec son fils, l'aidant dans les exercices, célébrant chaque millimètre de progrès. Le père et le fils se reconnectaient à travers ce processus douloureux et plein d'espoir de guérison. Ce fut une nuit, 3 semaines après les premiers picotements, que tout changea définitivement. Marine venait de mettre Gabriel au lit. Elle lui lut une histoire, éteignit la lumière principale en ne laissant que la veilleuse avec les étoiles du plafond qui brillaient doucement et s'apprêtait à sortir quand Gabriel l'appela. « Marine ? Oui, mon chéri ?» Il y eut une longue pause. Puis Gabriel dit quelque chose, qui arrêta le temps. « Merci de ne pas avoir baissé les bras, même quand j'avais baissé les bras moi-même. » Marine revint au bord du lit, prit la main du garçon entre les siennes. « Gabriel, je ne pourrai jamais baisser les bras pour toi. Jamais. Tu es l'une des personnes les plus spéciales que j'ai jamais rencontrées, et j'ai tellement de chance de faire partie de ta vie. Je t'aime, Marine. » Gabriel parla tout bas, comme s'il confessait un secret. « Pas comme j'aime ma mère, elle est là. » Il toucha son propre cœur. « Chasson, mais tu es là aussi. C'est différent, mais c'est réel. Je t'aime aussi, mon ange. » Marine l'embrassa sur le front. « Et je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Elle quitta la chambre et alla à la cuisine boire de l'eau, essayant de gérer l'émotion qu'elle ressentait. Elle y trouva Madame Lucie en train de préparer le café pour le lendemain. « Vous avez changé cette maison, » dit la gouvernante. « Vous avez changé ce garçon. Vous avez même changé, monsieur Édouard. Et vous m'avez changé aussi. » « Comment ça ?» Madame Lucie s'assit à la table. Un geste rare. « J'étais devenue dure après le départ de Madame Hélène. Je pensais que c'était la seule façon de survivre à la douleur. Mais en vous voyant avec Gabriel, en voyant l'amour que vous donnez sans peur, sans réserve, ça m'a rappelé qu'il existe une autre façon. Une meilleure façon. » Les deux femmes restèrent un moment dans un silence confortable. Puis Madame Lucie ajouta quelque chose qu'elle semblait garder pour elle depuis longtemps. « Madame Hélène vous aurait adoré. Elle disait toujours qu'elle voulait que Gabriel grandisse entouré de personnes qui le verraient avec des yeux d'amour, pas de pitié. C'est exactement ce que vous faites. » Cette nuit-là, Gabriel dormit profondément. Et au milieu de la nuit, quelque chose se produisit. Il se réveilla à cause d'un bruit léger. Quelqu'un avait fait tomber quelque chose dans le couloir. Gabriel tourna la tête et vit la porte entr'ouverte. Et il eut une idée folle, impossible. Mais il voulait essayer. Lentement, se concentrant de toutes ses forces, Gabriel essaya de bouger ses jambes. Elles répondirent. Pas beaucoup. Juste assez pour glisser de quelques centimètres dans le lit. Il essaya à nouveau. Et encore. La sueur perla sur son front à cause de l'effort. Mais ses jambes bougeaient. Respirant avec difficulté, Gabriel réussit à s'asseoir au bord du lit. Ses jambes pendaient, flasques mais présentes. Il regarda la porte. Marine était là, de l'autre côté du couloir, dans la petite chambre qu'Édouard lui avait attribuée, et Gabriel voulait y aller. Il voulait la surprendre. Il voulait se prouver qu'il en était capable. Il posa les pieds par terre. Ils touchèrent la moquette froide. Il pouvait sentir. Alors, se tenant au bord du lit d'une main, Gabriel essaya de se lever. Ses jambes tremblèrent violemment. La faiblesse due à des mois d'inactivité faisait crier chaque muscle. Mais il réussit à se tenir debout. Des larmes coulaient sur le visage de Gabriel, mais il n'était pas triste. Il était émerveillé. Il était debout.
seul. Après 1 an, il fit un pas, chancelant, incertain, manquant de tomber, mais un vrai pas, puis un autre, et un autre. Le système de sécurité de la maison avait des caméras dans tous les couloirs. Édouard, qui avait pris l'habitude insomniaque de travailler tard et de vérifier les caméras avant de dormir, était dans son bureau quand il vit quelque chose d'impossible à l'écran. Gabriel, marchant, chancelant comme un bébé faisant ses premiers pas, mais marchant, seul, en direction de la chambre de Marine. Édouard resta paralysé une seconde entière. Puis, il courut. Il courut dans les couloirs, monta les escaliers, arriva à l'étage supérieur juste au moment où Gabriel atteignait la porte de la chambre de Marine. Le garçon tremblait d'effort, la sueur coulant sur son visage, mais il y avait là un sourire immense, un sourire de triomphe et de joie pure. « Gabriel !» murmura Édouard, n'en croyant pas ses yeux. Le bruit réveilla Marine. Elle ouvrit la porte et se figea en voyant Gabriel debout devant elle, avec Édouard juste derrière. Pendant un instant, personne ne bougea. Personne ne parla. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour assister à ce miracle. Puis, Gabriel fit un pas de plus et tomba droit dans les bras de Marine, qui le rattrapa, le serrant fort, tout en sanglotant. Édouard accourut et les serra tous les deux dans ses bras, les trois formant une unité, une famille, pleurant et riant en même temps. Madame Lucie apparut dans le couloir, réveillée par l'agitation. Quand elle vit la scène, elle porta les mains à sa poitrine et commença à prier à voix basse, des larmes de gratitude coulant sur son visage. « J'ai réussi », répétait Gabriel entre rires et larmes. « J'ai réussi à marcher. J'ai réussi. »« Tu as réussi, mon amour. Tu as réussi », lui chuchotait Marine en retour, embrassant le sommet de sa tête encore et encore. Édouard les tenait tous les deux, et pour la première fois depuis l'accident, il s'autorisa à ressentir autre chose que de la culpabilité. Il s'autorisa à ressentir de l'espoir, de la joie, de l'amour, toutes les émotions qu'il avait enfermées si longtemps pour ne pas s'effondrer complètement. Le docteur Moreau fut appelé le lendemain matin et mena des examens approfondis. Il revit les anciennes IRM, les compara à l'état actuel de Gabriel, fit des tests de force et de sensibilité. « C'est extraordinaire », admit-il à Édouard et Marine. « La lésion a toujours eu un potentiel de récupération partielle, mais ce que nous voyons ici est une récupération au-delà de ce que j'aurais attendu, de la simple régénération naturelle du tissu nerveux. Il y a une composante psychosomatique significative ici. » Le traumatisme émotionnel bloquait des signaux que les nerfs étaient capables de transmettre. Lorsque l'état émotionnel s'est considérablement amélioré, le corps a répondu. « Donc vous dites qu'il était bloqué par son propre esprit ?» demanda Édouard. « Pas exactement. Le traumatisme réel existait et existe toujours, mais son impact a été amplifié par l'état psychologique. La dépression sévère, l'isolement, le deuil non traité, tout cela a créé une tempête parfaite qui a empêché la récupération qui était neurologiquement possible. » Le docteur regarda Marine. « Ce que vous avez fait, en ramenant la joie, la connexion, un but dans sa vie, ce n'était pas de la magie, c'était de la médecine, de la meilleure des manières. » Édouard avait demandé que les caméras de sécurité sauvegardent ce moment. Il regarda la vidéo encore et encore, Gabriel se levant, faisant ses pas incertains mais déterminés, tombant dans les bras de Marine. C'était la chose la plus belle et la plus douloureuse qu'il ait jamais vue. Douloureuse parce qu'elle montrait tout ce qu'il avait manqué en étant absent. Belle parce qu'elle montrait qu'il était encore temps de rattraper le temps perdu. Sur une décision impulsive, Édouard posta la vidéo sur les réseaux sociaux de son entreprise, accompagné d'un texte qu'il écrivit et réécrivit des dizaines de fois. « Voici mon fils Gabriel. Il y a 1 an, il a perdu sa mère dans un accident qu'il a également laissé sans l'usage de ses jambes. Moi, dans mon désespoir, j'ai essayé de régler le problème avec de l'argent, des spécialistes, des protocoles. Mais j'ai oublié le plus important, l'amour. Cette femme que vous voyez dans la vidéo est Marine. Elle n'est pas médecin. Elle n'a pas de diplôme impressionnant. Mais elle a quelque chose qu'aucun protocole ne peut enseigner. Elle sait voir la personne au-delà du problème. Et elle m'a rendu mon fils.
Cette vidéo montre Gabriel faisant ses premiers pas depuis 1 an, et il a fait ses pas pour la rejoindre. Parce que parfois, la guérison ne vient pas des médicaments ou des traitements. Elle vient du fait d'être vu, d'être aimé, de se souvenir qu'on compte. Merci Marine, tu as sauvé ma famille. La vidéo explosa. En 24 heures, elle avait des millions de vues. Des gens de toute la France, du monde entier, commentaient, partageaient, pleuraient avec cette famille. Des reportages furent réalisés. Des invitations à des interviews affluèrent. Mais Édouard déclina tout. Il ne s'agissait pas de célébrité. Il s'agissait de gratitude. La récupération de Gabriel continua. Avec une kinésithérapie adéquate et un état émotionnel stable, il progressa rapidement. En 2 semaines, il marchait avec un soutien. En 1 mois, il marchait seul, avec encore une légère claudication, mais de manière indépendante. En 2 mois, il courait. Lentement au début, puis de plus en plus vite, riant et libre comme il ne l'avait pas été depuis plus d'1 an. La maison changea complètement. Édouard remodela tout. Les règles strictes de Madame Lucie furent assouplies. Le silence oppressant fut remplacé par de la musique, des rires, des conversations. Gabriel se fit à nouveau des amis, d'autres enfants qui venaient jouer dans la maison qui semblait maintenant vivante. Et au cours de ces mois, quelque chose de délicat mais de réel grandit entre Édouard et Marine. Cela commença par de la gratitude, évolua vers un respect mutuel et se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Édouard voyait en Marine tout ce qu'Hélène valorisait, une bonté sincère, une force sans dureté, un amour inconditionnel. Marine voyait en Édouard un homme qui apprenait, tardivement mais sincèrement, à faire passer son cœur avant sa peur. Un soir de décembre, 6 mois après les premiers pas de Gabriel, Édouard demanda Marine en mariage. Pas avec des fleurs coûteuses ou un restaurant sophistiqué, mais assis par terre dans la chambre de Gabriel, dessinant tous les 3 ensemble, il lui demanda simplement si elle voulait officialiser ce que tout le monde ressentait déjà, qu'ils étaient une famille. Marine regarda Gabriel, qui sourit et hocha la tête avec enthousiasme. Puis elle regarda Édouard et vit non pas le millionnaire distant, mais l'homme qui s'était permis d'être vulnérable, d'être imparfait, d'être humain. « Oui, dit-elle simplement, oui, je le veux. » Le mariage fut petit, intime, dans la maison maintenant pleine de vie. Madame Lucie fut la témoin. Le docteur Moreau était présent. Quelques amis proches. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque Gabriel, portant un petit costume bleu marine, remonta l'allée fleurie en portant les alliances sur un petit coussin brodé. Il marchait parfaitement maintenant, sans aucun signe de la paralysie qui avait dominé sa vie si longtemps. En remettant les alliances, Gabriel regarda Marine et dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Tu m'as appris que je pouvais remarcher, mais avant ça tu m'as appris que je voulais remarcher. Merci de m'avoir appris à vivre. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. La vie continua, comme la vie continue toujours, mais transformée. Édouard apprit à être un vrai père, pas seulement un pourvoyeur de fonds. Il jouait avec Gabriel, participait à ses aventures imaginaires, était présent d'une manière que l'argent ne pourrait jamais acheter. Marine continua à s'occuper de Gabriel, mais maintenant en tant que mère, pas en tant qu'employée, et Gabriel s'épanouit de manière qui allait au-delà du physique. Il reprit une scolarité normale, se fit des amis, développa une passion pour l'astronomie et commença à rêver de devenir scientifique. 1 an plus tard, Marine donna naissance à une fille qu'ils appelèrent Hélène, en hommage à la femme qui avait laissé tant d'amour sous forme de mots dans un journal caché. Gabriel était un grand frère dévoué, protecteur mais affectueux, enseignant à la petite Hélène tout ce que Marine lui avait appris sur la magie du quotidien. Puis vint un autre bébé, un garçon qu'ils appelèrent Lucas, en hommage au frère de Marine. La maison qui avait été un mausolée de douleur devint un sanctuaire de vie. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, des dessins couvraient le réfrigérateur, des jouets éparpillés rappelaient à tous que c'était un foyer, pas un musée. Madame Lucie, qui avait retrouvé son côté maternel, devint la grand-mère de cœur de ses enfants. Elle faisait des biscuits avec les recettes d'Hélène, racontait des histoires, gâtait chacun d'eux avec une affection qui était restée enfermée si longtemps. Mais de tous les moments de ce voyage impossible, tous s'accordaient à dire qu'aucun n'était comparable à celui enregistré par les caméras de « Sécurité une nuit d'août ».
Le moment où un garçon qui avait abandonné décida d'essayer à nouveau. Le moment où des jambes qui étaient paralysées depuis un an se remirent à bouger. Le moment où l'amour se révéla plus fort que le traumatisme, plus puissant que la peur, plus réel que n'importe quel diagnostic. Gabriel gardait une copie de cette vidéo sur son téléphone. Parfois, lors de nuits difficiles ou de moments de doute, il la regardait. Il se voyait tremblant d'effort, chancelant, mais avançant. Il voyait Marine ouvrir la porte avec cette expression d'étonnement et de joie. Il voyait son père courir pour les serrer dans ses bras, et il se souvenait. Il se souvenait qu'il y avait eu des moments où il avait cru qu'il ne serait plus jamais heureux, qu'il ne marcherait plus jamais, qu'il n'aurait plus jamais de famille complète. Mais il avait eu tort. Et il avait fallu une femme avec plus d'amour que de diplôme pour le lui prouver. Des années plus tard, alors que Gabriel avait 15 ans, fort et en bonne santé, jouant au football avec ses amis, il écrivit quelque chose que Marine trouva par hasard dans un tiroir. C'était un devoir, pour l'école, sur les moments qui avaient changé sa vie. Il disait « Quand j'avais 8 ans, j'ai perdu ma mère et mes jambes le même jour. Du moins, c'est ce que je croyais. Il m'a fallu 1 an pour comprendre que ma mère était toujours avec moi dans chaque souvenir, chaque recette, chaque étoile qu'elle m'avait appris à aimer. Et mes jambes étaient là aussi, attendant que mon cœur guérisse assez pour les laisser fonctionner à nouveau. Mais je n'aurais rien découvert de tout cela seul. J'ai eu besoin de quelqu'un qui croyait en moi quand je n'y croyais plus, qui voyait des possibilités là où tout le monde voyait des limites, qui aimait sans peur, sans condition, sans jamais abandonner. Cette personne m'a appris que les miracles ne se produisent pas malgré la douleur, mais à travers elle. Que guérir, ce n'est pas oublier, mais apprendre à porter ses cicatrices avec dignité. Et que parfois, la personne qui nous sauve arrive sans prévenir, d'où on l'attend le moins, et change tout pour toujours. J'ai eu de la chance. Mon salut avait un nom, Marine. Et elle m'a rendu non seulement mes pas, mais ma vie. Marine lut ces mots les larmes aux yeux et garda le texte comme un trésor. Parce que ces mots résumaient tout, la peur, la douleur, la perte, mais aussi l'espoir, la guérison, la renaissance. Et dans cet hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, qui avait un jour été une prison et était maintenant un foyer, la vie continuait. Imparfaite, bruyante, parfois chaotique, mais pleine. Si pleine d'amour qu'il débordait dans les couloirs, descendait les escaliers, remplissait chaque pièce d'une présence presque palpable. Parce que ce n'était pas seulement l'histoire d'un garçon qui avait recommencé à marcher, c'était l'histoire d'une famille qui s'était autorisée à ressentir à nouveau, d'un père qui avait appris qu'être présent vaut plus que n'importe quelle fortune, d'une aide soignante qui avait transformé sa douleur en mission, d'une gouvernante qui avait redécouvert la tendresse, et d'un amour qui avait prouvé définitivement que parfois l'impossible est juste une question de trouver la bonne personne pour marcher à ses côtés. Au plafond de la chambre de Gabriel, maintenant partagée avec son petit frère Lucas, les étoiles continuaient de briller chaque nuit, un rappel permanent que même dans les nuits les plus sombres, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Il nous faut juste quelqu'un pour nous rappeler de lever les yeux.